Dimanche 21 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, le président de la République, Ange Radziwiłł, a visité le stade Bareya à Mamasne, un des stades qui accueillera les Jeux des îles. Le chef de l'État a montré et présenté au Comité international des Jeux que Madagascar est prêt à accueillir les Jeux des îles. Le vice-président du KIJ a affirmé que c'est la première fois depuis qu'il organise les Jeux qu'un président de la République soit aussi déterminé et participe directement au bon fonctionnement des Jeux des îles. Reportage de Radraman Zatov sur les images de Ando Radzajaipe. Le stade Bareya Mamasne accueillera diverses disciplines durant les Jeux des îles qui se tiendra dans le pays. Des disciplines collectives mais aussi individuelles se feront ici. Le président de la République de Madagascar est venu visiter les infrastructures hier après-midi. Il a montré aux délégations qui organisent les Jeux des îles que Madagascar est déjà prêt pour accueillir les Jeux. Donc vous voyez, c'est un événement très attendu par la population et nous sommes vraiment honorés d'accueillir les îles voisines et surtout les sportifs. Il y a ici par exemple la salle de presse pour les journalistes venus des autres pays pour partager le déroulé des Jeux des îles à leurs concitoyens. La salle est déjà équipée de matériel pour faciliter le travail des journalistes. Ici c'est la salle presse, donc chaque pays, les journalistes, tout au long des Jeux, ils peuvent avoir leur emplacement ici, les uns et les autres peut-être ils peuvent déjà avoir leur ordinateur, mais au cas où ils n'en ont pas, ils en ont besoin. Donc il y a des ordinateurs disponibles et la connexion Wi-Fi également qui est disponible tout au long, en gratuité, tout au long des Jeux. Après la visite, le vice-président du Comité international des Jeux a affirmé que c'est la première fois qu'il voit un président de la République aussi investi dans l'organisation des Jeux des îles comme le fait le président Ange Radziwiłł. Madagascar, a-t-il dit, investit beaucoup dans le développement du sport et dans la préparation des athlètes. J'ai participé dans plusieurs Jeux des îles, ou bien 5 Jeux des îles. Maintenant, c'est la première fois que je visite un pays organisateur qui, le président, est vraiment très enthousiaste pour organiser le jeu, pour faire de ce jeu un succès. Donc, vraiment, nous sommes tous, comme je suis le premier vice-président du KIJ, donc je suis vraiment, et tous mes amis sont vraiment contents. Surtout pour cet après-midi, c'est ce que je dois dire, qu'un président qui connaît tous les recoins et tous les coins du stade. C'est-à-dire que c'est un président qui est avec le sport, qui aime le sport, qui vraiment aime le sport, pour l'avancement du sport, pour les jeunes et pour les jeunesses. Donc je dois féliciter le président d'être là et avec nous. C'est rare de trouver un président de nous accompagner comme ça avec tous les sportifs. Donc je dois féliciter et je dois lui remercier tout ce qu'il est en train de faire pour faire de ce jeu un grand jeu. Il est à rappeler que le coup d'envoi des Jeux des îles avait été fait vendredi dernier, où le logo et l'hymne de cette 11e édition des Jeux des îles a été dévoilé. Dans la page économique de ce soir, la Banque centrale de Madagascar célèbre ses 50 ans d'existence cette année 2023. Pour marquer ce jubilé, la BCM va réaliser des pièces de monnaie de 50 ariars, selon le Conseil des ministres mercredi dernier. Il est à noter que la monnaie n'aura pas une valeur fiduciaire de 50 ariars car sa valeur dépendra du cours de l'or sur le marché international. Violet Sfiran nous en dit plus. La Banque centrale de Madagascar célèbre ses 50 ans d'existence cette année 2023. La célébration débutera au mois de juin selon le rapport du Conseil des ministres mercredi dernier. Afin de marquer cette date et pour commémorer ce jubilé, le Conseil des ministres a sorti le 17 mai dernier un décret relatif à la réalisation de pièces de monnaie de 50 ariars.
C'est une façon de procéder des banques centrales et des groupes en charge de la réalisation des monnaies, de fabriquer des monnaies d'argent pour marquer un événement historique dans un pays. Les pièces de monnaie en or sont validées par le marché international. À cet effet, elles auront des valeurs normales et légales selon le décret pris en Conseil des ministres et seront vendues selon le cours d'or sur le marché international. De ce fait, le prix de cette pièce de monnaie de 50 ariars en or ne sera pas 50 ariars. Le but de la fabrication de ces monnaies en or est de les vendre sur le marché international. Parmi les pays qui ont des monnaies d'argent figurent les USA avec Eagle US, le Canada avec Maple Leaf, ainsi que l'Afrique du Sud avec le Kruger Rand. Dans la page sociale, la région de Diana bénéficie également des projets de l'État, des infrastructures qui aideront la population dans leur quotidien, mais aussi pour l'amélioration des villes. Vendredi dernier, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est la ministre coach de la région Diana, ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, ont visité ces nouvelles infrastructures. Reportage. Antsiran est parmi les villes qui bénéficient des infrastructures et des projets qui visent l'amélioration des villes et du quotidien de la population. Actuellement, bon nombre d'infrastructures ont été déjà réalisées, comme le jardin Place Gabar, le boulevard Lemire de Villiers, les canaux d'évacuation d'eau pour éviter les inondations des quartiers bas, ainsi que le marché de Bazarkil, qui est le fruit de la coopération avec le projet PADEV. Des concertations se poursuivent pour élargir les travaux, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, qui a visité les projets avec les responsables. La réalisation de ces projets donnera un nouveau visage à la ville de Diego. Ces infrastructures n'attendent plus que leur inauguration. Et le financement venant de l'État appelé Fonds de développement local ou FDL de 30 millions d'ariars a été utilisé par le conseil municipal et le maire de la commune rurale de Mangaram, dans le district d'Antirabé 2, pour la construction de lycée Manara Pencha. L'objectif est d'éviter aux élèves des kilomètres à pied pour rejoindre un établissement, mais surtout pour éviter l'abandon scolaire. La pose de la première pierre de ce lycée a été effectuée vendredi dernier. Reportage de Jameson et Jan Arman, notre correspondant à Antirabé. Les élèves du CEG Mangaran qui ont réussi leur BEPC dans la circonscription scolaire d'Antirabé 2 doivent faire des kilomètres à pied ou même déménager pour pouvoir poursuivre leurs études. Face à cela, il a été décidé durant le conseil municipal avec le maire que le budget du Fonds de développement local ou FDL de 30 millions d'ariars sera alloué à la construction d'un lycée. C'est une infrastructure qui mesurera 24 mètres de long et 9 mètres de large, composée de 3 salles de classe. La pose de la première pierre a été effectuée officiellement vendredi dernier. Le maire de la commune de Mangaran prendra en charge la finition des travaux. La construction de ce lycée motivera les élèves et évitera l'abandon scolaire pour les élèves qui ont passé leur BEPC à la ZAP de Mangaran et des communes environnantes. Ce lycée devrait être achevé avant la fin de l'année. L'on sait également que la commune de Mangaran bénéficiera d'un centre de BEPC à partir de cette année. Le maire de la commune a ajouté qu'il soutiendra les élèves qui passeront les examens du BEPC et du CEPE. Dans la page culturelle de ce soir, l'humoriste parisien Fahri Lobsbi dit Fahri est arrivé à Madagascar cet après-midi à l'aéroport international d'Ivato. Une première visite à Madagascar pour Fahri Lobsbi dit Fahri avec son dernier spectacle Aime-moi si tu peux. Fahri fera face au public malgache au nouveau hôtel à 19h. Explication. Là, on vient d'arriver, je pense qu'on joue dans 3 heures. On va jouer directement, donc je suis content, comme ça on enchaîne direct. Et puis après, demain, on va prendre le temps de visiter. Mais c'est bien d'arriver, de rencontrer directement le public, ça fait plaisir. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de venir ici, parce qu'avant, je n'avais pas les contacts. Là, on est avec Nasprod qui fait beaucoup de musique. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir venir et fouler le sol de Madagascar et rencontrer ce public que je ne connais pas. Et là, je ne peux pas dire encore comment c'est parce que je viens d'arriver, mais j'espère que ça va se passer aussi bien que dans les autres dates. Parce que je fais une tournée internationale, on essaie d'aller dans les endroits où il y a un public qui est francophone. Et ici, c'est un public qui est francophone, mais qui n'est pas français. Et donc, c'est intéressant de rencontrer des gens qui parlent la même langue, mais qui ont une culture qui est complètement différente. Et du coup, on va voir si on rigole des mêmes choses, si on a les mêmes blagues. Je pense que je vais essayer de rapporter
une certaine vision de l'humour, un humour qui se veut de plus en plus moderne comme on le fait à Paris. Et puis simplement mon énergie et ma bonne humeur. On va essayer de leur faire découvrir un humour peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion de voir en live, parce que juste par Netflix ou par les réseaux sociaux, le fait de le voir en vrai, c'est du spectacle vivant et c'est comme ça que ça doit être consommé, et du coup c'est l'idée de venir jusqu'ici. Dans les informations internationales, un cessez-le-feu d'une semaine a été conclu hier soir entre les belligérants au Soudan. À la veille de son entrée en vigueur, des combats ont éclaté aujourd'hui dans la capitale Khartoum. France 24. Le bruit des armes va-t-il enfin cesser à Khartoum? Alors que les combats faisaient rage ces derniers jours, les deux parties au conflit soudanais ont signé samedi soir à Djeddah un cessez-le-feu sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un accord de cessez-le-feu de 7 jours qui sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce que nous parvenions à un cessez-le-feu permanent par le biais de mécanismes dont nous discuterons dans les prochains jours. L'arrêt des combats devrait être effectif lundi à 21h45 et durer 7 jours. D'ici là, les deux parties ont accepté de ne pas prétendre à des avancées territoriales. Ce n'est pas la première fois qu'un cessez-le-feu est annoncé depuis le début du conflit soudanais le 15 avril dernier. Mais les précédents n'avaient pas été respectés. Cette fois, les médiateurs veulent croire que ce sera différent. Contrairement au cessez-le-feu précédent, l'accord conclu à Djeddah a été signé par les parties et sera appuyé par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, soutenu par les États-Unis, l'Arabie saoudite et la communauté internationale. Cette avancée dans le conflit soudanais est survenue en marge du sommet de la Ligue arabe qui se tenait à Djeddah le 19 mai. Depuis le début des combats, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont particulièrement impliqués dans la mise en place de négociations entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Et les Grecs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour un scrutin législatif qui a été marqué par la situation économique du pays. Décryptage des enjeux avec France 24. Le Premier ministre conservateur sortant qui brille un second mandat affiche un bilan économique solide avec une baisse du chômage, l'augmentation du salaire minimum, une embellie du tourisme, une attraction aussi pour les investissements notamment venus de l'étranger. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette cherté de la vie. L'inflation ici plombe à 11% et les Grecs ne ressentent pas cette embellie macroéconomique. Donc concrètement, c'est encore difficile. Il faut comprendre que les Grecs se sont vraiment serré la ceinture pendant 10 ans. Avec cure d'austérité à répétition et les effets perdurent encore. Donc c'est difficile, et notamment pour la jeunesse grecque. Notons qu'il y a quand même près d'1 million de Grecs, de jeunes, de cerveaux qui ont émigré, qui ont fui le pays. Et le Premier ministre veut les rapatrier, mais il a véritablement du mal. Donc dans ce climat assez difficile, assez pesant tout de même avec la cherté de la vie, mais il est difficile de départager les candidats. Oui, le candidat conservateur Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, est en tête de 6 points à peu près face au Syriza, donc le parti d'opposition de l'ex-Premier ministre Alexis Tsipras, qui voudrait bien former après une coalition de gauche. Mais est-ce qu'il y arrivera? C'est la véritable inconnue. Pourquoi? Parce que le scrutin est un scrutin à la proportionnelle simple, ce qui signifie qu'en fait, il n'y aura pas de majorité ce soir. Et ce n'est pas un pays qui connaît le compromis, qui connaît la coalition. Donc tout porte à croire qu'il faudra aller vers un second scrutin, certainement début juillet, parce que ni le Premier ministre de droite n'arrivera à faire de coalition, ni la gauche n'arrivera à s'unir, à moins d'une surprise ce soir. À suivre aussi le score de l'ancien ministre des Finances, Varoufakis, grande personnalité grecque. On s'arrête, puisqu'on parle des personnalités des candidats, Alexia, sur une figure dans cette élection, un profil atypique, un candidat grec venu du Burundi. Effectivement, de Bujumbura, Spyros Richard Agabimana. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce qu'il risque d'être le premier député conservateur de couleur. Alors le premier député, alors ce n'est pas le seul candidat, il y a aussi un autre candidat cette fois-ci qui est kényan, qui s'appelle Nicodimos Kinyoa, mais il a moins de chances d'être élu.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur la personnalité de Spyros Agabimana? Parce que ça fait partie de ces réfugiés qui ont réussi dans le pays. Il a 54 ans, il vient donc du Burundi où il a été torturé parce qu'il a refusé de tirer contre des opposants au régime militaire. Et puis effectivement, il s'est installé en Grèce. Il vit aujourd'hui dans des quartiers ouvriers du port du Pirée. Et c'est de là qu'il fait campagne et qu'il voudrait bien être élu. Il a ses chances. Sa grande théorie, c'est de lutter contre le racisme ambiant en Grèce. Il a rappelé qu'il n'y a pas plus tard que 5 ans, il y avait au Parlement grec, à la Voulie, la terre de cette démocratie, il y avait un parti non seulement d'extrême droite, mais un parti néo-nazi qui a été jugé organisation criminelle. Et ça, pour lui, ça le terrorise. Il veut lutter contre ce racisme, et pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions. Il veut justement que les gens se connaissent un peu mieux, se rassemblent, se mélangent, et qu'il n'y ait plus cette différence entre réfugiés, migrants ou encore grecs, puisque tout le monde peut vivre ensemble et tout le monde est humain. Donc c'est assez remarquable de la part du Parti conservateur Nouvelle Démocratie de pousser ce candidat qui veut véritablement lutter contre le racisme. Je rappelle que c'est aussi le seul parti qui a ouvertement un ministre homosexuel dans ce gouvernement. Donc ce sont des progrès certes pour la Grèce, mais aussi pour la société, et c'est la raison pour laquelle Richard Agabimana est une personnalité qui se distingue. Il a le don de Démosthène, il est affable, il parle très très bien le grec, et c'est la raison pour laquelle il risque fort d'être élu ce soir aux couleurs du Parti conservateur Nouvelle Démocratie. Allez. Et pour clore cette édition de ce soir, depuis le début de l'année, l'armée ukrainienne assure avoir neutralisé plus d'1 millier de missiles et près de 2800 drones. La correspondante de France 24 en Ukraine est allée à la rencontre d'un groupe de bénévoles qui soutient les défenseurs du ciel ukrainien en leur fournissant des projecteurs. Reportage. En Ukraine, depuis plus d'1 an maintenant, c'est surtout la nuit que la Russie lance ses missiles et ses drones. Nous sommes ici sur une base militaire où la défense antiaérienne teste de nouveaux projecteurs. Ils ont été offerts par les bénévoles de l'organisation civile Urkit qui, devant la recrudescence des attaques, ont décidé d'apporter leur aide aux défenseurs du ciel. Ces projecteurs sont importants car vers octobre, une nouvelle menace est apparue, les drones kamikazes Shahed. Ils ont commencé à attaquer les villes d'Ukraine et une solution est apparue, aider nos forces de défense antiaérienne avec de la lumière. Ces drones sont aussi détectés par les radars, mais en braquant une lumière dessus, les chances de les toucher augmentent. Depuis le début de l'année, 7 projecteurs ont été fournis par Urkit à différentes brigades, une aide précieuse, comme le confirment les militaires sur place. C'est plus efficace d'utiliser un projecteur. De cette façon, la cible peut être vue par tout un groupe. Sans ça, on devrait procurer des équipements de vision nocturne à tous nos soldats. Donc ce système, c'est beaucoup moins cher. Ces projecteurs, ils vont être testés ce soir à différentes distances, à différentes intensités également. Ils seront optimisés afin qu'ils puissent repérer des drones kamikazes ainsi que des drones de surveillance et ainsi faciliter le travail des soldats. La nuit où ces projecteurs ont été testés, 3 alertes aériennes ont retenti dans le ciel ukrainien. Les lumières d'Urkit sont plus que bienvenues à l'heure où l'Ukraine a subi 11 attaques aériennes de grande ampleur au cours des 2 dernières semaines. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite des programmes. Vous allez suivre votre film L'Avatar 2, La Voix de l'eau. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.